Il y a quelques mois, j'ai lancé un défi à la meilleure des communautés, vous. Je vous ai demandé d'écrire la première page de votre roman. Une cinquantaine d'entre vous ont répondu à l'appel. Au niveau des genres, c'était très varié. On a eu du roman historique, on a eu du roman réaliste, on a eu de la science-fiction, on a eu de l'heroic fantasy, on a eu du roman d'anticipation, on a eu du conte pour enfants, on a eu des choses plus classiques et on a eu des choses tellement originales que j'aurais du mal à les classer. Et c'est pour ça que la littérature est si utile, a une fonction si importante, parce qu'elle nous permet de réfléchir sur notre temps, elle nous permet d'envisager l'avenir, elle nous permet de réfléchir sur nous-mêmes, et surtout, elle nous permet d'apporter un peu de beauté au monde. C'était ça une des fonctions de cet exercice. Mais il y avait également pour objectif de vous permettre de pratiquer des compétences qui sont fondamentales pour faire de vous de meilleurs orateurs. Ce que je vous avais demandé, c'était de profiter de cet exercice pour pratiquer la description. Parce que la description, c'est ce qui va vous permettre d'immerger votre public. Je vous avais également demandé de travailler sur la narration. Cette capacité donc à emmener le public avec vous. Et je vous avais demandé finalement de profiter de cet exercice pour travailler votre art du suspense, parce que je vous avais demandé de faire en sorte que lorsqu'on en arrive à la fin de cette première page de votre roman, on a envie de connaître la suite. Et je peux vous dire que c'était très réussi. Je meurs d'envie de savoir ce qui va se passer dans la suite de ces romans. Et je vous invite tous à aller consulter la description de cette vidéo. Vous aurez le lien vers tous ces merveilleux exercices, vers tous ces très prometteurs débuts de romans. Mais il va être temps pour moi de faire des choix. Je me suis donc posé la question suivante. Si je ne devais retenir que 10 de ces textes, lesquels je choisirais? Le choix a été difficile, le voici. La littérature, c'est un moyen de nous faire vivre des aventures. En 10e position, voici un texte de Scara 34 qui remplit à merveille cette fonction. Benjamin était harcelé de toutes parts. Harcelé par les néons perçant l'obscurité du bunker, harcelé par les bruits stridents des alarmes, harcelé par les hurlements des créatures derrière les boucliers énergétiques, harcelé par les bruits des lasers dont se servaient ses camarades, dans ce baroud d'honneur de l'humanité, harcelé par les ordres venant de la salle de contrôle et surtout harcelé par ses camarades qui s'affairaient à l'équiper de son barda de voyageur temporel. Les protections, les outils d'analyse et enfin le plus important, le cortex de données à transmission sensorielle et reconnaissance génétique. Benjamin observait les visages de ses amis. Ils avaient tous la même expression que lui. Ils étaient lassés, désespérés, exécutant machinalement leurs tâches, pour la 183e et dernière fois. On est dedans, l'univers est cohérent, on sent que l'auteur sait ce qu'il fait, et donc on a envie de le suivre. Vous irez donc voir la suite de son texte, et qui sait, si nous sommes suffisamment nombreux à lui demander, peut-être qu'il nous écrira la seconde page. La littérature, c'est aussi un moyen de nous confronter à un futur proche, menaçant, et ce texte de Zizani le fait admirablement. La place était déserte. Elle était composée de 4 platanes, formant un carré parfait. Au centre se dressait une fontaine, où un jeune garçon figé dans la pierre déversait le contenu de son vase. L'eau, qui habituellement s'échappait sans fin, était à présent saisie dans une glace bleutée. Les feuilles des arbres avaient fini de tomber la semaine dernière, comme pour officialiser l'hiver. Des guirlandes de stalactites ornaient les toitures des bâtiments qui encerclaient la place, et les branches nues des arbres s'élevaient aux côtés du clocher de l'église vers un ciel sans nuages. L'après-midi s'écoulait au son du carillon qui brisait à heure fixe ce silence glaçant. Mais, même si le présent s'égrenait inéluctablement, le temps semblait comme arrêté. Une bourrasque glaciale s'engouffra soudain entre les bâtiments, soulevant quelques feuilles sur son passage. Puis le calme revint sur la place. Une immobilité sans âge nimbait ce village d'une aura mystérieuse. Ce spectacle aurait pu sembler des plus banals si nous n'étions pas en plein cœur du mois de juillet. En général, à cette période, l'été battait son plein, mélangeant les odeurs des épices avec celles, tout aussi épicées, de la transpiration d'une foule agglutinée dans le centre historique du village. Les voix et invectives des passants se mélangeaient au bruit des voitures, auquel s'ajoutait celui d'un poste de télévision mal réglé, ou encore d'une enceinte crachant le dernier single de l'été. Cette joyeuse cacophonie formait comme une mélodie en harmonie avec les mouvements des locaux. Mais les vêtements légers, l'odeur de la crème solaire, les rires des enfants, les ombres végétales, le bruit d'une sirène au loin, les fenêtres ouvertes sur la rue, tout cela avait disparu.
C'est plausible, c'est oppressant, c'est menaçant. Allez voir la suite. En 8e position, je vous ai sélectionné un texte de Romain Houdan. Le texte s'appelle Nouveau départ. Laissez-vous porter par la maîtrise avec laquelle l'auteur construit son univers. L'horloge du terminal indiquait 9h11. Et sur les tableaux d'affichage, son avion n'était ni annulé, ni en retard, et ce malgré la grève qui sévissait depuis plusieurs semaines. C'était les bons côtés de voyager avec une compagnie aérienne étrangère. Du moins, c'étaient les pensées de l'homme accoudé à la rambarde en métal longeant les baies vitrées. Flambant neuve, réverbant les lumières des spots, elle avait probablement été installée pour empêcher les enfants de mettre leurs doigts sur les baies vitrées, laissant des traces en montrant à leur géniteur le gros avion qui décollait. Lui, à travers le triple vitrage donnant sur le tarmac, contemplait les volutes de brume que produisait l'herbe recouverte de givre, timidement réchauffée par les fins rayons du soleil en cette matinée d'hiver. Ça lui rappela les haricots verts congelés qu'il avait cuits hier soir. Il avait dû, en effet, vider son congélateur avant de rendre la chambre qu'il occupait depuis maintenant 4 ans. 4 ans, c'était à peu près l'âge des haricots verts aussi. Il les avait achetés car c'était bien pratique d'avoir des légumes non périssables dans son frigo, même si le goût n'était en rien comparable avec ce frais qu'on trouve au marché des Halles. Puis il les avait oubliés là. Dans sa main gauche, il faisait tourner mécaniquement dans un gobelet en carton quelques gouttes de café maintenant froides, en réfléchissant à quelle trace il allait laisser derrière lui. L'affaire fut rapide. Il ne restait pas grand-chose. Là, vous ne le percevez pas encore, mais on est en train de plonger progressivement dans un univers de science-fiction. Je vous laisserai aller voir la suite, mais ce que j'aime ici, c'est la maîtrise de l'auteur au niveau du style. Il n'y a rien en trop, on ne voit pas les ficelles, l'auteur s'efface pour nous laisser seuls dans cet univers qu'il a créé pour nous. Bravo, belle maîtrise. En 7e position, je vous propose de découvrir un texte de Louis-Marie Picard. Outre le fait que le sujet est bien traité, le texte est remarquablement bien construit, et en plus l'auteur a fait l'effort de bien l'interpréter. Ce matin, je vais me raser, m'habiller, regarder ma cellule pour la dernière fois et ne pas la regretter. Puis je vais rassembler toutes mes affaires, accompagné par les ronflements de Didier, mon co-détenu. Avec Didier, ça fait 8 ans qu'on cohabite. Il a pris 12 ans pour le braquage. Plusieurs même. Sauf que pour le dernier, il n'a pas eu de chance. Les flics sont arrivés trop tôt. Et le braquage s'est fini trop tard. Bon, quant à moi, c'est une longue histoire. Bon, puis je vais attendre sur mon lit que le gardien dise ces 2 mots sublimes et laconiques. « Morin, pactage !» Et je n'aurai plus qu'à prendre ma valise et dire au revoir à Didier. J'y verrai dans ses yeux de l'envie et en même temps de la joie pour moi. Je verrai aussi l'inquiétude de savoir qui sera la prochaine victime de ces ronflements que j'ai fini par aimer. Ce sera le moment du départ. Les portes de la centrale s'ouvriront et je ne serai plus qu'un repris de justice, avec son passé et l'obligation de me réinsérer, m'adapter à la société. Bon, si j'ai pu m'adapter à la prison, je ne devrais pas avoir beaucoup de mal avec la société. Morin, parloir avocat. Cette phrase met un coup d'arrêt à la projection de mes 25 prochaines minutes. Ça devait être Morin, pactage. Le maton s'est trompé dans son texte. Mais d'où lui vient cette improvisation ? Quelle sera la suite de cette journée ? Vous irez le découvrir. Poursuivons notre voyage avec un texte d'un tout autre genre. Laissez-vous porter. La plupart des grandes histoires débutent au lever d'un nouveau jour, le lever du soleil accompagnant celui du rideau du récit. La nôtre s'ouvre pourtant sur la soirée avancée d'un jour gris et neigeux, pourvu que cela ne prête pas à conséquence. Il faut dire que ce jour gris, avec son air froid et sa lumière terne, colle parfaitement avec la ruelle dans laquelle nous nous trouvons. Les murs des maisons qui l'encadrent sont sales et défraîchis, donnant à l'ensemble un aspect abandonné. Il n'y a là qu'une toute petite tache de couleur rouge qui se détache de ce tableau monochrome grisâtre. C'est la petite silhouette de quelqu'un qui serre fort les pans de sa cape vermeille contre lui. Longeant un mur de pierre froide, Mia foule la couche de neige au sol de ses petits pas rapides. Son souffle se transforme en fumée à travers l'écharpe de laine épaisse qui lui masque le visage, alors qu'elle marmonne, se maudissant pour son imprudence. Elle s'est en effet refusée à allonger son voyage d'une étape, et voilà qu'elle va devoir passer la nuit dehors,
à quelques heures de marche de Chaudeville, sa destination finale. Frissonnante à cette idée, elle voit s'ouvrir à sa gauche la bouche béante de l'encadrement d'une porte défoncée. Mia s'arrête, l'essence en alerte. Une rafale de vent la décide. Quelques minutes à l'abri, le temps de se restaurer lui feront du bien. Décidée, elle quitte l'extérieur morne pour l'intérieur sépulcral de ce qui ressemble à une pièce humaine, abandonnée depuis longtemps. Tout ce qu'elle peut voir de son environnement à la faible lumière ambiante sont de grandes colonnes de bois qui se perdent dans les ténèbres. D'un petit geste, Mia effleure le luth harnaché à son dos pour se rassurer. « Ça fera une bonne histoire, murmure-t-elle pour elle-même, pour peu que je m'en sorte pour la raconter. » Un peu moins hésitante pourtant, elle se tourne vers l'une des colonnes de bois. « Prenons un peu de hauteur, dit-elle, que l'on y voit un peu mieux. » Joignant le geste à la parole, la petite rajuste une nouvelle fois son luth pour sauter sur la colonne de bois. Elle s'y agrippe fermement et commence à s'élever. Elle dépasse rapidement un carré de paille mais continue sa montée. Presque arrivée au sommet, il lui faut changer de côté pour ne pas percuter le plateau de bois au-dessus de sa tête. Encore un effort pour se hisser sur ce dernier et, debout sur la table au-dessus des chaises qui lui obstruaient la vue, notre petite souris a une bonne vision de la cuisine qu'elle traverse. J'aime beaucoup la manière dont ce texte est construit. C'est visuel, c'est vivant, la tension monte progressivement et ça nous replonge dans la magie des contes pour enfants. D'ailleurs, que va-t-il advenir de cette petite souris ? Vous irez voir. En 5e position, je voulais saluer le travail d'un auteur qui a couplé son beau travail sur l'imagination d'un travail d'expérimentation sur le langage. Regardez, c'est très original. Oh mais arrête un peu de traîner tes savates, casse-pieigne. On dirait que t'as fait manger des calèches à tes écrase-mégots. T'as pas les semelles en plomb que je sache. L'autre s'arrêta net, essoufflé comme pas deux. Bigre de bigre, rouspéta casse-pieigne. Attends un peu, Marot, t'as pas l'apanage de la course de fond, mon vieux. On compétitionne pas pour la marche des garçons de café que je sache. Il se courba, les deux mains sur les genoux. Bougre de borgne. Et puis, vois-tu, dit-il en ôtant sa casquette et en prenant la pose du philosophe pensif dont le regard fend l'azur, n'importe lequel, il n'en connaissait aucun, je trouve qu'en ce moment, les trottoirs sont de plus en plus étroits. Tu ne trouves pas, Carlax ? Les trottoirs sont minuscules de nos jours. C'est vrai, si on fait pas gaffe, on peut s'empaffer un gamin à chaque coin de rue. Tu as 12 ans, casse-pieigne. J'ai peut-être 12 ans, mais les trottoirs n'en sont pas moins étroits, saccada le très jeune Heidegger en tâchant de rattraper son ami, qui ne démordait pas de l'allure effrénée à laquelle il arpentait les rues. Mais grouille un peu, l'acrobate, l'autre zozo va fermer. L'autre zozo. Ouais, ben, on ira demain. On n'ira pas demain, casse-pieigne. Demain, il aura pris quelqu'un d'autre. Casse-pieigne avait beau râler, il vouait une admiration sans borne à son ami, qui était de 11 mois son aîné et dont l'ardeur d'aventurier faisait office de figure emblématique du grand frère qu'il n'avait jamais eu. Et pour tout dire, Carlax était son grand frère. Un point, c'est tout. Dans ce Paris de l'après-guerre, toute une magie était à réinventer. Certains quartiers étaient encore en ruine, et pour ces deux marmots de l'assistance publique, les pans de murs étaient tour à tour auberges espagnoles, comptoirs de contrebande, bancs d'oisiveté, tables de belote ou d'osselets, ou encore planques parfaites pour contrer les déferlantes de la volaille. En cas d'incendie, brisez la glace, disait Casse-pieigne, et il disparaissait entre les ruines. Dans le quartier latin, qui avait été un tantinet épargné par les bombes, on taquinait de la maraude, du larcin à la sauvette, ou encore de la mendicité à 3 francs 6 sous. Et il n'était pas rare de dégoter de belles montres ou de prestigieuses cannes en noyer chapardées à des notables, ou à des vieux, ou encore à des vieux notables. Mais où trouvez-vous tout ça leur demandait Günther, un joufflu aux billes arrondies, 3e larron qui opérait plutôt lui dans le 4e. Mais au quartier latin, touffe de clanche. Y a qu'à se baisser, surenchérissait fièrement Casse-pieigne. Et malgré l'allure qu'avait pris la ville par ses façades en coups de grisou, la vie reprenait doucement son cours. Les commerçants et les forains rouvraient leurs échoppes comme autant de marmottes après l'hiver quand la neige désengorge les versants. Dans le texte que l'on va maintenant découvrir, il y a tout. L'air de la nuit a une odeur de poussière. Respirer est devenu un fardeau. Les plus débrouillards d'entre nous ne portent qu'un simple bandana mouillé couvrant la bouche et le nez de nos visages souillés par la crasse
et brûlés par le soleil. Je marche dans cette petite artère en ruine, les vieilles bottes trouées font craquer les grains de cette fine couche de sable qui recouvre les rues et les édifices. La fraîcheur de la nuit est un répit, une oasis glaciale, au milieu de ces températures délirantes des journées de ce qui me semble être un éternel été. De rares vagabonds entretiennent des feux de fortune dans les quelques bidons qui restent, ajoutant à l'air, déjà difficilement respirable, un peu plus de poison. Le travail sur la langue, le travail sur le rythme, le travail sur la narration, le travail de construction d'un imaginaire. En chemin vers le vide, je croise cette plaque de rue accrochée sur un bâton. Rue Paradis. J'aurais aimé sourire, mais de nos jours, tout se fait à l'intérieur. C'est l'œuvre de l'urbaniste. On l'appelle comme ça parce qu'il trouve tout un tas d'objets qui appartenaient à nos villes. Il tente de les remettre à leur place, en tout cas ce qui semble, ou ce qu'il pense être leur place. Comme si reconstruire nos souvenirs peut nous aider à reconstruire notre civilisation. Pauvre gars. Son meilleur coup, c'est d'avoir posé au milieu du chemin une plaque d'égout rouillée, à même le sol, et de s'écrier « Oh, un aqueduc !» pour finir son exclamation en crachant du sang dans sa canne de tout. Et quand on arrive à la fin de la page, on veut connaître la suite. C'est remarquablement bien écrit, et comme en plus il est dedans, il nous emporte avec lui. En troisième position, on découvre un texte de Monsieur Blas, et au passage, je vous encourage à aller voir sa chaîne YouTube. Mais dans l'immédiat, laissez-vous emporter, on sent que ça peut partir loin. Il est 18h30. C'est une belle soirée de janvier. Il fait déjà nuit et toutes les lumières de la ville scintillent à l'unisson. Le temps est glacial, mais l'animation est si chaude en centre-ville que même le plus froid des corps pourrait suer. Il y a de la vie dans Paris et de la magie dans les yeux des petits. À cette heure, les braves gens sortent du bureau, d'autres vont au resto. Il y a les badauds, les salauds et ceux qui se font des cadeaux. Tout bouge et j'ai même l'impression que le sol tremble. En effet, le métro fait sa ronde. Il y a de la vie dans Paris et personne ne s'attend au pire. Pour le moment, tout le monde vaque à ses occupations et ceux qui n'en ont pas s'amusent à tuer le temps. Des bandes de filles rient gaiement devant leurs écrans, des salariés pressés ne font que se vexer, des pouilleux malheureux s'arrachent les cheveux. Et dès que je croise un passant ou que je passe un croisement, je les entends. Dans cette foule mobile qui paraît faire du surplace, je réalise à quel point nous sommes connectés. Connectés à un monde intangible, mais si déconnectés du monde dans lequel nos sens s'éveillent, mes sens m'alertent. Je les entends ces notifications, je les vois ces sourires crispés, je les sens ces frustrations enfouies. Tandis que je marche et que je me nourris de l'énergie environnante, j'imagine un instant. Un instant où le monde basculerait dans un chaos sans précédent, impossible à adoucir. Ma balade se poursuit à l'instar de mes réflexions. Je reste perplexe. Où allons-nous ? L'ère du tout virtuel tend à nous rendre distants. Distants des autres, distants du monde, distants de nous-mêmes. Pour une fois, je vais à mon rythme. La plupart des Parisiens sont pressés et j'ai l'air ennuyeux au milieu de ce monde. Toutes les boutiques m'attirent, surtout les librairies. Ce qui me plaît chez les libraires, c'est leur manie de poser des dizaines de livres sur les devantures pour piquer la curiosité des piétons. Devant leur boutique traînent des livres de toutes les époques, certains neufs et bien blancs, d'autres âgés et jaunis par le temps. Malheureusement, plus personne ne s'arrête pour les observer. Personne n'admire les couvertures, personne ne contemple l'usure de ces œuvres qui pourtant nous laissent entrevoir l'histoire qui les tient toujours en vie. Trop occupés à snapper, à courir, à tenter d'oublier le temps qui passe, tous courent et se délectent des plaisirs immédiats. Plaisirs qui, en réalité, n'en sont même pas. D'ailleurs, trop occupé à regarder les devantures, je commence à m'égarer. C'est en tournant le regard que je me rends compte que rien ne va. Il se passe quelque chose d'anormal. Le changement d'ambiance est si brusque qu'un frisson glacé me parcourt instantanément l'échine. Les travailleurs pressés se sont tous arrêtés. L'air dubitatif, ils tournent la tête un peu partout sans grand sens. Les filles en bande n'ont plus aucun sourire aux lèvres. Elles regardent, les traits serrés, leur téléphone toujours allumé. Sur la grande place de l'hôtel de ville, toutes les trottinettes électriques s'arrêtent net, si fort que les passagers en sont expulsés et renversés au sol. Au même endroit, plus un bruit parasite à part les quelques chauffeurs Uber qui s'agitent. L'atmosphère devient pesante, lourde, cinglante. Personne ne comprend ce qu'il se passe, moi encore moins.
Je suis étranger face à ces étrangers qui paraissent subitement si proches de par leur étonnement. Plus personne ne prend une photo, plus personne ne parle seul face à son téléphone, plus personne ne reste dans sa bulle, dans son monde, dans son rêve non imaginaire. Et il n'y a que la douloureuse sensation de se retrouver, de se voir, de se sentir, à moitié en vie dans ce monde oublié. Tout s'est arrêté. Pourtant, quelques mots, quelques secondes suffisent à relancer la flamme froide de l'aliénation. Internet a sauté. Ces 3 mots suffisent à déclencher une vague de râle et de peur, une vague invisible mais perceptible. Les trottinettes et les vélos électriques qui d'habitude foisonnent dans les rues ne roulent plus. Les vies tant étalées sur les réseaux sociaux quelques minutes auparavant n'existent plus, et le don d'ubiquité de chacun s'est envolé en fumée. Je jette mon téléphone par terre, je tapote la poche gauche de mon jean afin de m'assurer de la présence de mon Opinel, et je fais un pas en direction de l'Élysée. C'est là que tout commence. Bravo, je te souhaite de continuer dans cette voie, tu as de belles choses à partager et tu le fais bien. La littérature, c'est aussi une occasion de pousser la beauté de notre langage, bien au-delà de l'usage que nous en faisons au quotidien. À cet égard, découvrons les premières lignes d'un très beau texte. Un battement de cils. 2, 3, 4 pas sur le sable. J'avance sans retenue dans ce dernier terrain vague. Et les vagues fredonnent à marée basse, accueillantes amies de mon cœur. Un battement de cils, 2, 3, 4 cris au nu. Au-dessus de nos têtes, des mouettes se rient des cieux et des écumes inconnues, blancs éclairs aux voûtes découpées de nuages. Dans la lumière éblouissante de la plage, j'avance ma monture de jais, tranquille compagnon des jours de soleil, et dont le parfum singulier se mêle à la fraîcheur des embruns. Dans l'ombre portée sur les lames toujours recommencées, je perds mon regard au palan de mon cheval noir. Et pour ne point tomber dans ce gouffre amer, je choisis de talonner mon bon compère. Lâche la bride au trot. Lâche la bride au galop. Le mugissement du ressac se dilue dans la brise s'écoulant sur mon visage libre. Nos crinières d'encre s'envolent avec les oiseaux. Accru, le vent baigne ma tête nue. Lâche la bride. Soudain, le silence me réveille. En première place, un texte de Sonny qui s'appelle « Sous la roche ». Ce texte, je n'ai pas été le seul à l'apprécier. Et pour cause, accrochez-vous. Premier souffle. L'air chaud me brûle la poitrine. Il est irrespirable. Il semble qu'un feu s'est déclaré sur la plateforme. J'entends d'ici les cris des ouvriers de surface, ainsi que ceux du feu crépitant et des infrastructures qui s'écroulent. On dirait que c'est un véritable enfer là-haut. Je la sens d'ici, la fournaise. C'est fou, mes larmes s'évaporent avant même de couler sur mes joues. Deuxième souffle, encore plus brûlant. J'ai l'impression de purement avaler du feu. Je regarde les autres tout autour de moi, ils paniquent tous. Normal, on ne sait pas vraiment ce qu'il se passe, mais la température a brusquement augmenté. Dans la mine, nous nous précipitons tous vers l'unique sortie malgré la chaleur, de plus en plus forte au fur et à mesure qu'on s'approche. Un amas de mineurs tente de grimper sur les échelles brûlantes, en criant soit de douleur, soit de désespoir et d'affolement. C'est la seule issue. Troisième souffle, je dévisage l'un de mes camarades d'un air affolé. Tu le sens aussi? Le gaz? Cria-t-il? Non, pas maintenant, c'est le pire moment. On peut éteindre une bougie avant la vague, mais pas un incendie. Tout à coup, les cloches sonnèrent, ça va péter. Grisou! M'écriai-je. Tant pis pour les autres s'ils n'entendent pas, tout va trop vite. J'attrape mon ami par le bras et je l'entraîne dans la direction opposée à la sortie. On court encore plus vite qu'à l'aller, manquant de tomber plusieurs fois quand on entend le premier BOUM! On se jette alors dans la galerie la plus proche, puis vint la seconde explosion, la vraie, et le souffle de celle-ci. Si le blast arrive jusqu'à nous, on est mort, brûlé au 3e degré. Mais tout d'abord, le son. Le bruit insoutenable nous parvient, plus de 130 décibels dans le tunnel, seuil critique de douleur pour le corps humain avec une possibilité de surdité complète. On se retrouve tous deux, recroquevillés, vulnérables et impuissants, les mains sur les oreilles collées au sol. Je n'ai jamais eu autant envie de mourir et pourtant je sens que j'en ai peur, de mourir. Je m'accroche à tout ce qu'il me reste pour penser, pour échapper au bruit qui me colle, qui m'arrache, qui me déchire, non c'est trop. Tant pis, je prie pour que la déflagration m'achève. Puis non, projeté par l'onde de choc et je me fais fracasser contre le sol et je reste écrasé, inerte. Quatrième souffle. Sourd, endolori et à l'aveuglette dans un nuage de poussière. Je ne peux faire confiance qu'à mes mains pour me repérer. Mais peu à peu, j'arrive à reprendre mes esprits. Je tâtonne de mes paumes calleuses, le sol râpeux à la recherche de ma lampe. Sans réel succès. Je ne touche que des cailloux, du bois et... Ah, les rails. Je peux à peu près recomposer dans mon imaginaire la galerie. J'étais par là. Au bout d'un moment, je mets la main sur des bouts de verre. Bon, il semble qu'on n'ait plus de lampe. À force, Louis me revient, alors j'appelle. Ed, t'es vivant? Ça va? T'es où? J'ai pris un sale coup à la tête, mais je suis vivant. Toi, ça va? Oui, je vais bien, bouge pas, j'arrive. Cinquième souffle. Ouf, je me rassure.
et je commence à pouvoir rassembler mes idées. Curieusement, les flammes ne nous ont pas atteints. Coup de chance ou malédiction? Si on ne meurt pas de faim ou de soif, coup de chance. Autrement, j'aurais préféré griller. Tu as de la lumière? Des allumettes? Un briquet? Non, toi non plus alors, j'imagine. Exact, on dirait qu'on va devoir continuer dans le noir. Au moins, je sais où on est. Quartier Aurillac-Bertrand, 4e galerie nord, 300 mètres sous la surface. Vous vous rendez compte, j'imagine, du niveau de ce texte. Avec son travail sur la narration, avec son travail sur le rythme, il nous fait vivre une expérience. Et en cela, il enrichit notre culture. Au terme de ce parcours, je voudrais vous féliciter, tous et toutes, pour toutes ces belles choses que vous avez su créer et eu le courage de partager. Vous avez porté haut les couleurs de notre langue et de notre littérature. Et surtout, vous avez fait mentir tous ceux qui pensent que les plus belles productions de notre culture se situent dans le passé. Et c'est ce qui me fait plaisir, à titre personnel, à vous lire et à vous écouter, c'est que je sens que la relève est assurée.